Ah, oups. Alors, merci Olympia. Bienvenue à Monsieur Dufour-Lapeyrière. Et je vais commencer d'abord par un tout petit topo sur votre, euh, enfin vos activités en fait. Voilà. Alors d'abord, j'ai compris que vous êtes né à Chicoutimi et que vous avez grandi au sein d'une famille d'avocats et d'ingénieurs et que vous vous destiniez à un parcours de scientifique parce que vous étiez je pense que vous l'êtes toujours, doué en mathématiques, m'a-t-on dit. Alors, mais ce sont vos visites boulimiques. Et là, je me réfère au magazine Campus de l'UQAM, donc dans les clubs vidéo qui ont nourri et développé votre passion pour le cinéma. Et alors là, c'est pas moi qui le dis, mais je le cite encore, freiné au début par son manque de confiance en soi, il finit par se laisser influencer par ses amis musiciens et ose aller vers l'art. Et paraît-il, vous avez dit, je suis montée faire du pouce vers Montréal et je me suis dit, je vais faire du cinéma. Alors bravo déjà pour ce courage, mais j'apprends que votre candidature pour les écoles de cinéma a été donc refusée plusieurs fois, d'où votre orientation vers la littérature comparée et également vers les études cinématographiques de l'Université de Montréal. Enfin, vous êtes admis au programme d'animation de Concordia, mais vous avez du retard et vous travaillez donc très fort. Alors, encore une fois, je vous cite, je travaillais la nuit, je me lavais comme un chat dans la salle de bain, je dormais quelques heures sur un sofa et je recommençais ma journée d'école. Alors, donc, votre passion pour l'animation a été également nourrie par vos visites ponctuelles et répétées à la Cinémathèque québécoise et vous avez aussi développé des admirations pour le travail de Gilles Groux, de Chris Marker, de Marcel Ferron, pour n'en citer que quelques-uns. Mais vous avez également enseigné, paraît-il, vous avez enseigné la mode à l'École supérieure de mode de l'UQAM et vous avez trouvé ça enrichissant apparemment, mais très, très difficile. Mais en 2003, vous faites un court-métrage qui s'appelle Encre noire sur fond d'azur. Alors, j'ai trouvé un site où on pouvait voir certains de vos courts-métrages qui sont absolument fascinants et j'encourage d'ailleurs tout le monde à le faire. 1, 2, 3 Crépuscule en 2016 sur 35 mm, hein, Rosa Rosa 2008 ou encore Dynamique de la pénombre en 2012. Mais vos films ont été montrés à plusieurs événements, à des festivals, et nous en venons à vos 3 longs métrages, dont le premier, Transatlantique, en 2014, un essai documentaire fait le récit du périple et du quotidien des marins et révèle le navire comme microcosme, une île humaine au cœur d'un grand ailleurs. Puis, en 2018, long métrage, pardon. Donc, c'est un grand film aussi, il faut dire, Villeneuve, poétique, bien c'est l'histoire de Joseph qui s'installe dans la maison d'un ami pour essayer de renouer avec la femme qu'il a quittée et ça peut se passer donc à l'aube, nous dit-on, de son indépendance. Enfin, nous venons au 3e long métrage qui a fait la première mondiale au Festival international du film de Rotterdam, qui a été sélectionné dans au moins 11 festivals. Vous avez eu 11 nominations, dont une récompense prestigieuse, celle du Festival d'Annecy, d'animation d'Annecy, la mention du jury du contre-champ. Alors voilà, nous en arrivons là, nous arrivons à votre film. Alors, je dois vous dire qu'au début, en regardant votre film, je prenais des notes
sur le dialogue, parce que j'adorais ce dialogue et je n'arrêtais pas d'écrire. En fait, je dois vous montrer que j'ai presque tout le dialogue ici. Et je me suis dit, mais c'est beau ce que vous faites. C'est vous qui avez écrit le dialogue, n'est-ce pas? Oui, c'était un scénario original. C'était d'ailleurs la première structure, la première armature du projet, qui autrement était un projet fabriqué de façon assez libre, avec toute une place laissée à l'improvisation. Et si je peux me permettre une précision, j'ai enseigné à l'école de mode, mais je n'enseignais pas la mode. J'accueillais les étudiants, les étudiants en mode, et je leur montrais des films expérimentaux, je leur lisais de la poésie, puis donc, ma tâche, c'était de les accueillir et de leur proposer des fréquentations inhabituelles. Pour plusieurs d'entre eux, leur parcours était très axé sur le design de mode. Et moi, qui n'y connais rien, qui a une garde-robe vraiment limitée, je- j'étais chargé de faire contrepoint à leur parcours. Alors, merci pour la précision. Alors, mon admiration se multiplie en fait, parce que effectivement, quelle chance pour ces étudiants de vous écouter donc dire de la poésie, votre propre poésie ou bien Non, souvent, je me faisais plaisir. Moi qui aime lire à voix haute, je leur lisais des textes pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Et puis... super, super. Alors, justement, parlez-nous un petit peu de ce scénario. Je vous avais entendu dire dans une entrevue, vous aviez dit que c'est un scénario de capricieux, en fait. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Capricieux comme le sont peut-être toutes les affections profondes, c'est-à-dire elles ne s'épuisent pas par la raison, elles ne sont pas toujours rationnelles, elles sont subjectives, elles sont déambulatoires, elles suivent les caprices de notre biographie, de notre expérience, c'est le sens. Donc Archipel a été écrit comme une déambulation, c'est un peu un documentaire de voyage dans la psyché de quelqu'un. Et puis, ce voyage explore comme territoire, certainement le territoire réel et concret du Québec, mais donc géographique, avec des lacs, des rivières, des montagnes, mais aussi ce qui fait territoire, le territoire des mots, celui des idées, des espérances, des aspirations politiques ou collectives, des affections capricieuses, très intimes, mais qui sont aussi à certains égards collectives, puisque partagées souvent, et puis et recoupant celles des autres. Donc. Moi, ce que j'ai trouvé remarquable, oui, on parle beaucoup du Québec, c'est évident, mais vous nous avez projeté dans un univers, c'est-à-dire que l'espace a éclaté en fait. Au début, on voit l'hémisphère nord, pardon, l'hémisphère occidental, l'hémisphère oriental, et et vous parlez en fait d'univers. Alors, j'aime beaucoup ce côté territorial et à mon avis, le chemin de fer, par exemple, est un très beau symbole de tout ce parcours territorial et, et vous nous transportez vers l'univers. Euh, quel est cet univers spatial à part le Québec? Le film a été écrit en pensant, euh, une image peut être un microcosme ou un fragment. Et puis je crois que on peut la concevoir, c'est Jeff Wall, qui est le photographe canadien, qui réfléchissait comme ça. Est-ce qu'une image est un microcosme, donc est un petit univers en soi qui est autonome en fait, qui contient toutes ses parties, ou est un fragment d'un tout plus grand? Et puis je crois que ces affections capricieuses qui nous portent à aimer un territoire, à se sentir chez soi, à y être lié, puis à imaginer et articuler un destin collectif, des raisons communes, comme diraient certains, c'est à la fois un microcosme et un fragment d'un tout plus large, parce qu'on est toujours une partie d'un tout plus large, mais aussi c'est un microcosme parce qu'on est attaché à des lieux, à des souvenirs. Le parti pris, c'était aussi de mettre sous tension les documents et l'archive avec des outils de la fiction. Donc presque tout est inventé. Il y a des pistes de réelles, il y a des pistes historiques. Il y a beaucoup de choses qui sont inventées. C'est joueur parce que je crois que les territoires sont toujours à re-raconter, à raconter de nouveau, à réécrire et puis
à réarticuler. Et puis c'était le parti pris du film, à la fois un parti pris de plaisir. J'espère Oui, que ça se transmet un peu parce que oui. on a eu beaucoup de plaisir à le fabriquer. Et puis un parti pris aussi de faire valoir l'instabilité, l'instabilité des récits historiques et des archives et des documents, et puis la possibilité de les réassembler, de les triturer, de les mettre sous tension. Il y a beaucoup de mouvements dans votre film. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'eau, l'importance de l'eau dans le film. Même dans les dessins, c'est une eau qui méandre, qui a des méandres, qui envahit, et bien sûr, elle a plusieurs symboles. Qu'est-ce que c'est l'eau pour vous? C'est- Le fleuve Saint-Laurent démarre comme une rivière assez mince à la rivière des Outaouais et devient presque une mer, hein. On appelle, mes grands-parents viennent de la région de Charlevoix, puis on dit on va sur le bord de la mer parce que là, le fleuve commence à être tellement large et en partie salé, l'eau douce se mélange à l'eau salée. Euh, donc, ça donne, il y a une amplitude, et puis c'est l'architecture, c'est la colonne vertébrale du Québec, du territoire. Tout le développement passé par le fleuve, c'est une ouverture, et puis moi, c'est le propre de l'espace de la mer. C'est à la fois une ouverture et une frontière. C'est-à-dire, c'est à la fois un possible, une limite et un possible. Donc, moi, ce sont des lieux qui m'interpellent beaucoup. Puis ayant grandi en partie sur les rives du fleuve, c'est un imaginaire qui m'habite. Oui, justement, cette eau, non seulement elle nous touche par son mouvement, mais par les couleurs que vous lui donnez également. Moi, je pense aux nageurs qui, dans un écran noir, plongent dans le noir et puis les flots tout colorés qui euh, qu'il brasse en quelque sorte. Et dans les images, on voit en effet du noir et blanc, on voit également de la couleur. Alors, à part l'eau, quel document avez-vous utilisé pour nous montrer justement cette histoire? Euh, je suis bibliophile, j'ai beaucoup de livres sur le Québec, des vieilles cartes, des vieux documents illustrés. Puis mon bureau et mon atelier en sont pleins. Et puis là, pour le plaisir, je me suis dit, allez, je fais un peu le ménage, puis je revisite mes obsessions iconographiques, et puis j'ai découpé avec ma fille, on les a mis en couleur. Donc, c'est un matériel très varié. Donc, c'est beaucoup de livres anciens, des cartes anciennes, des documents assez récents, des images, des illustrations de romans québécois qui me plaisent, puis que j'ai accumulé avec le temps. Euh, j'ai eu la chance près de chez moi, il y a une petite librairie très modeste, mais qui reçoit régulièrement des dons de bibliothèques anciennes. Et puis, donc, les livres ont peu de valeur monétaire, mais beaucoup de valeur iconographique, justement. Donc, moi, j'y ai épuisé beaucoup. L'autre chose, puis c'est étonnamment venu après l'écriture du scénario, c'est le document d'actualité, l'espèce de reportage un peu promotionnel, touristique, qui date de 1942, produit par la province de Québec, puis qui est devenu une deuxième structure dans le film. J'ai découvert cette archive-là après avoir écrit le scénario, paradoxalement, et je l'y ai intégré ensuite, je l'ai fragmenté. Et comme c'est un document qui vient donc d'une période assez conservatrice, mais qui est assez beau parce qu'il y a une certaine nostalgie, là. C'est des paysages, à la fois le caractère chaleureux, disons, du bon vieux temps, mais aussi c'est un document qui se trahit lui-même. Tout est fiction dans le document. Lorsqu'on est sur l'île aux Coudres et que le narrateur annonce que rien n'a jamais changé sur l'île aux Coudres, dans le cadre, il y a un moulin qui visiblement n'est plus utilisé depuis près d'un siècle. Là. Tout change toujours et tout est toujours en mouvement et tout se bouscule. Et puis donc, je trouve que c'est un document précieux pour ce qu'il dit et ce qu'il tait,
et pour aussi ce qu'il trahit de sa propre mise en scène et puis sa propre part de vérité et de mensonge. Et puis le film repart de ce matériel-là pour le mettre sous tension, expliciter des choses qui y sont dessus ou réarticuler d'autres choses qui y sont dites. D'ailleurs, j'ai bien remarqué dans ce passage vers le moulin, il y avait une séquence dans le métro et vous vous êtes attardé sur ce père qui regardait sa fille avec une grande tendresse d'ailleurs et on voyait qu'il voulait s'occuper d'elle, il voulait qu'elle soit à l'aise. Et j'ai trouvé justement que ces images un petit peu d'antan, de moulin, etc., qu'il faisait bon vivre en campagne, avec cette séquence, faisait un contraste. Qu'est-ce que vous avez essayé d'exprimer justement? Pour moi, c'est des images que j'ai empruntées. Le film est parsemé d'images que j'ai empruntées à des amis. Ces images-ci en particulier viennent d'un court-métrage réalisé par Nadine Gomez, une amie qui s'appelle Métro, qui est un documentaire assez impressionniste sur le métro de Montréal. Et puis, cette image-là, et vous l'avez, je suis heureux que vous en parliez. Moi, je suis père de deux enfants, et puis c'est au cœur de mon expérience du monde. Et donc, c'est une image que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'elle faisait valoir que cette chaleur-là, cette douceur de vivre, ce bonheur, ce bonheur de vivre, d'être présent, n'est pas que l'apanage du bon vieux temps, mais que peut être quelque chose de très contemporain, très actuel. Je voulais aussi faire jouer avec les deux noirs et blancs la rupture abrupte de deux époques qui sont à la fois profondément étrangères et profondément cousines. Je pense que c'est le défi, c'est notre défi aussi politique, c'est-à-dire de savoir que si les choses sont liées, il y a toujours du mouvement, des gains et des pertes. Et puis, on est toujours en train de négocier la part de ce qu'on conserve et la part de conservation et la part de changement. Et puis, c'est toujours c'est un dialogue constant. Le film essaie d'articuler ça, de jouer avec ça, puis avec affection, j'espère. Oui, tout à fait, parce que c'est très beau. On remarque cette diversité aussi, que l'on ne voit pas dans votre document de 1942. Tout le monde est blanc, tout le monde il est gentil, tout le monde il est joli, mais de l'autre côté, j'ai beaucoup aimé ce contraste. Et je dois vous dire aussi, bon, puisque vous parlez justement de politique, vous parlez il y a ce dialogue entre la femme et l'homme. Alors, on a bien remarqué que la silhouette de la femme intègre ces paysages, intègre beaucoup de choses, mais on ne voit jamais l'homme. Et alors, j'ai deux questions ici. Pourquoi? Et pourquoi aussi l'homme s'efforce-t-il à demander, à dire à la femme qu'elle n'existe pas? La question de l'existence, c'est une existence certes politique, mais aussi, disons, symbolique, hein, et puis, l'homme et la femme, pour moi, sont les deux versants d'une même psyché. En même temps, ils partagent le même territoire. Les deux permettent comme fenêtre et l'autre comme point de tension. C'est pour ça que l'homme, on le voit pas, il ne donne pas à voir. C'est la parole de la femme qui se cherchant, puis nommant les choses du monde, puis les faisant apparaître, c'est elle qui donne à voir. Tandis que l'homme, pour moi, est nécessaire aussi parce que c'est la portion négative, c'est la portion sous tension et c'est la portion inquiète et, et pessimiste. Mais d'un même territoire, de même parcours. Je comprends, mais disons que moi, j'ai été très touchée par la sensualité à un moment donné du dialogue au tout début, parce que j'ai presque tout écrit, quoi. Mais qui parle justement de l'odeur de sa peau, de ses cheveux, la chaleur des muscles, du cou, etc. Euh, Est-ce que c'est un équilibre que vous avez essayé de faire entre cette silhouette qui est tellement riche à l'intérieur et cet homme qu'on ne voit pas, mais qui reste quand même à la fois sensuel et spirituel? Et puis qu'il la révèle aussi, qu'il l'aide à se révéler, parce qu'elle se révèle elle-même et qu'il l'aide, qu'il la force à se révéler, qu'il la bouscule aussi, qu'il la provoque. Je pense qu'il y a quelque chose il y a un jeu à la fois sensuel, mais aussi un jeu
il y a un jeu non pas de moquerie, mais disons d'agacement, de chercher à créer la réaction. Et puis Oui. ça force la femme donc à se révéler, puis à affirmer justement qu'elle existe, et puis à nous le prouver. C'est le moteur, c'est aussi le dispositif du film, c'est-à-dire que c'est son désir de prouver qu'elle existe qui lui permettra de nous montrer, de Et le montrer aux spectateurs aussi. Il y a une question aussi, comme Québécois, c'est très particulier comme position existentielle, justement. On est à la fois, nous existons et nous n'existons pas, tout à la fois. C'est privilégié en Amérique du Nord, et puis en même temps, tu sais, ayant été complice de la colonisation britannique, l'ayant subi, ayant été, en tout cas, c'est une situation particulière et paradoxale. Et le film l'aborde aussi. oui, justement, en parlant de corps, à plusieurs reprises, on voit des corps. Alors, par exemple, dans la ville de l'Assomption, on voit des corps qui s'élèvent, à la fois nus et habillés. Euh, on voit à un moment donné aussi des cadavres. Euh, et alors, deux choses encore à vous demander. Euh, Pourquoi cette concrétude donc physique, corporelle, quand vous parlez par exemple de la ville de l'Assomption, et j'adore le dialogue sur qu'est-ce que c'est tenter de se suspendre dans le temps, c'est rêver de s'élever sans gravité. Enfin, c'est magnifique, mais magnifique. Alors donc, il y a à la fois une sensualité là et un mouvement extraordinaire qui nous élève nous-mêmes. Et puis après, plus tard, il y a les cadavres, par exemple. Oui, Mais vous voyez, l'Assomption, c'est drôle, c'est une banlieue pavillonnaire à 30 minutes de Montréal, où il y a d'accord. toujours des embouteillages. Et puis, donc, le cœur de la ville est assez beau. Mais sinon, c'est une banlieue pavillonnaire, c'est pas particulièrement intéressant. Moi, le jeu, c'était de voir que c'est quand même nommé d'après un événement religieux, mais qui porte une ambition complètement folle, et et là, d'où la conquête des corps, qu'il y a des corps désirants la banlieue n'est jamais que la banlieue, la périphérie n'est jamais que la périphérie, il y a des mouvements, il y a des expériences profondes qui se vivent aussi. Et puis je voulais que l'ambition folle du fait du mythe religieux qui a renommé ce lieu-là, qui est plutôt banal, disons, aujourd'hui, dialogue avec le désir, les corps et l'expérience que certains doivent avoir. Et c'est la même chose lorsqu'il y a des cadavres, c'est pour les cadavres qui deviennent un peu la matière même du territoire, c'est pour les couches sédimentaires qui font l'histoire et puis qui se succèdent et puis qui sont, qui s'additionnent, qui font l'édifice qui est notre histoire commune, disons. Oui. Et c'est intéressant que vous parliez de banlieue parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mépris dans ce que vous dites à propos de la banlieue ou des banlieues dans le film. Ah, mais en fait, c'est que pour moi, au contraire, la séquence la séquence de la nage, par exemple, c'est exactement le contrepoint de ça. C'est que la banlieue, c'est à la fois extrêmement ennuyant. Faut le dire, le fait que le monde entier ressemble à un immense centre d'achat, c'est quand même profondément ennuyant. Mais à l'intérieur de ça, il y a plein d'existences, il y a plein de désirs, il y a plein de forces. La séquence du nageur est une séquence d'effort pour moi. Et c'était le parti pris de montrer un jeune homme s'entraînant à la natation, et puis nageant, puis s'épuisant à l'effort, puis révélant sa force aussi, révélant son endurance, révélant son caractère, et révélant le fait qu'il ne se satisfera certainement pas de cet ennui. Donc pour moi, oui, il y a une posture critique, mais aussi il y a une posture aussi, il y a un contrepoint, j'espérais. Je sais qu'il y a des questions qui vont venir, mais enfin, deux petites dernières. D'abord, le magazine POV a qualifié votre documentaire de géopsychologique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
C'est assez. Moi, je ne connaissais pas le terme, mais il y a tout un. Chez les Anglo-Saxons, il y a tout un courant. Oui. Il y a tout un courant de films là, qu'on pourrait, un peu impressionnistes comme ça, qui mettent, qui habitent, disons, qui, à travers le paysage et les lieux et les territoires, font valoir une forme d'intériorité. Moi, je connaissais pas le qualificatif, donc ça me semble assez juste. Je connais peu les œuvres qui sont citées en comparaison. Moi, comme vous l'avez nommé, je suis un amoureux de Chris Marker, particulièrement de Sans Soleil, qui a marqué ma cinéphilie et qui la marque encore. C'est un film que j'aime, que je regarde régulièrement, que j'aime beaucoup. Euh, donc c'était davantage de mes références, mais je suis heureux d'en découvrir des nouvelles. Oui, mais justement, parlez-nous un tout petit peu de l'influence des personnes des artistes que vous admirez, l'influence dans ce film. Pour moi, il y a deux influences majeures, ou peut-être trois influences majeures qui sont limpides et très conscientes. Après ça, il y a une panoplie d'influences conscientes et moyennement conscientes et inconscientes. Le film en est tapissé, puis j'ai essayé de laisser libre cours à tout ça. Ça rejoint un peu votre première question. C'est capricieux parce que j'ai décidé d'y mettre ma grand-mère, ma fille, Hubert Aquin, que j'aime beaucoup. J'ai mis plein de choses que j'aime de façon capricieuse. J'avais envie. C'est ce qui fait pour moi le territoire que j'essaie de représenter. Donc, le bonheur qu'on a eu, c'est qu'en collaborant avec des animatrices et des animateurs très talentueux, puis avec des parcours et des origines très différents, ils ont aussi, eux, tapissé ce territoire-là de plein de leurs caprices à eux, puis de leur vision de ce que ça pouvait être. Donc, ça donne un ensemble collectif, disons, qui est assez, qui répond bien à l'aspiration du film, à ses thèmes, mais aussi à son désir central. Pour répondre à votre question d'influence, il y a certainement Sans Soleil de Chris Marker pour sa liberté de montage, mais aussi pour son parti pris pour l'inexactitude. C'est brillant, mais c'est inexact souvent, c'est-à-dire que ça n'a pas la volonté, surtout dans le rapport entre l'image et le commentaire, il n'y a pas de volonté explicative, il y a un jeu de juxtaposition, il y a toujours il y a une distance, il y a des respirations, des souffles entre les idées qui sont nommées, les images sont montrées, il y a un système de résonance très très riche et je trouve qu'il fait que le film ne vieillit pas. En fait, moi je trouve que c'est un film que j'aime beaucoup, 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 encore qui est très sensible, puis en même temps réfléchi, puis par ce parti pris de l'inexactitude, permet justement de laisser beaucoup de place au spectateur. Ça a été quelque chose de très précieux dans ma cinéphilie. L'autre référence claire et limpide, c'est le 24 heures ou plus de Gilles Groux, qui est un film-essai assez radical sur une grève générale en 70 au Québec. Un film très militant, très ouvert, très éclaté, d'une liberté, mais aussi hargneuse, et avec une grande colère. Et moi, j'y suis. C'est un film qui m'émeut beaucoup encore. Je trouve que c'est un film qui est nécessaire encore. Et puis la dernière influence claire et consciente, c'est un film plus récent sur Gaston Miron, fait par un ami, Simon Beaulieu. Le film s'appelle Gaston Miron, un homme revenu d'en dehors du monde. C'est donc le dispositif du film, c'est des lectures, des extraits de lecture de Gaston Miron. Qui lit sa propre poésie, puis beaucoup d'archives, principalement de l'ONF. C'est un film qui m'avait beaucoup ému, qui est lancinant, qui a des espèces qui a des principes circulaires qui sont très puissants. Et puis, j'étais sorti ébloui d'une projection. Je m'étais dit, quel bonheur ce serait de faire un projet semblable, mais avec des archives inventées, puis avec des mots inventés. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire Archipel. Oui, super. Mais alors, une autre question à propos des sonorités du film. Euh, les voix de la femme et de l'homme, qu'est-ce qui vous a fait vibrer pour les choisir? Et puis, la voix de cette femme qui parle, je pense, innu Oui. et qu'on ne comprend pas et qui nous plonge encore plus dans le mystère et dans le doute aussi. C'est Joséphine Bacon qui est une poétesse inoue, qui- que je lui ai proposé un assemblage d'extraits d'un de ses recueils de poésie.
qui s'appelle Bâton à message. Et puis je voulais qu'elle le lise évidemment en Innu. Et pourquoi il n'a pas été sous-titré? Pour plusieurs raisons. Pour préserver l'expérience d'une langue qui est une langue qui a tendance à être invisibilisée souvent. Donc je voulais en, en rendre, en rendre l'expérience la plus pure et lui rendre aussi sa souveraineté, son autonomie. Et puis ce qu'elle fait dans le film, Joséphine, elle interrompt le cours du film et repermet par ses mots au film de redémarrer à la fois avec des nouvelles images et des images qu'on a déjà vues mais observées d'un autre angle, d'où pardonnez-moi l'anglicisme, mais le split screen, l'écran Oui. divisé. Donc, elle redonne au film son énergie et son mouvement puis, en influence le cours. Je voulais aussi préserver cette expérience-là, puis préserver le sens aussi des mots qui ne sont pas les miens, donc qui sont ceux de Joséphine, qui sont très beaux. Donc, je voulais aussi avoir un temps protégé, disons, à la fin du film pour apprécier la qualité de cette poésie-là, elle est écrite pour être lue. Donc, je voulais aussi la distinguer de la parole du film qui est écrite pour être entendue, qui est un projet de cinéma, tandis que là, c'est une écriture plus littéraire pour celle de Joséphine. Je voulais aussi protéger la lisibilité de tout ça à la fin. Et j'aimais, moi, et la première fois que je l'ai entendu lire, parce que je suis ami avec son éditeur, donc je fréquentais des lancements. Avant d'avoir des enfants, j'étais plus souvent dans des événements mondains. Mais je fréquentais des lancements et je me rappelle de boire distraitement un verre de vin rouge en écoutant une conversation, puis d'entendre tout d'un coup Joséphine Bacon lire en Innu comme ça, puis d'entendre surgir une voix, une langue que je connaissais pas, mais dont j'avais l'intuition puissante que c'était une langue qui était chez elle. Donc, c'est une sensation, moi qui est très attaché au français, qui vit comme Québécois, un attachement profond au français, les questions des langues autochtones me touchent aussi beaucoup, et puis sa présence dans le film. Oui. Euh, à propos justement du style des sujets d'animation, comment vous vous y êtes pris pour avoir tant de styles différents? Un parti pris de plaisir, comme j'ai un peu pu vous le dire. Mais c'est aussi, j'avais envie de réintégrer dans le processus d'animation, qui est souvent très rationnel, très contrôlé, très planifié, toute une part d'improvisation et de jeu, d'immédiateté. Un peu comme un peintre entre dans l'atelier et s'attaque à une toile et voit l'évolution au fur et à mesure. Nous, on se le permet rarement en animation parce que c'est cher, c'est long, c'est compliqué, enfin bon. Pas tant que ça, là, mais, mais un peu quand même. Alors, j'avais envie de jouer davantage, puis d'avoir un parti pris de liberté et d'immédiateté. Euh, Puis ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, j'ai travaillé avec des animatrices et des animateurs en qui j'ai déjà une grande confiance, que je connaissais déjà. Et puis, je leur ai donné souvent une petite machine, c'est-à-dire, je leur donnais un extrait de scénario, quelques pages de notes, quelques images clés, une description de ce qui se passait, une technique. Et puis ensuite, il partait. Donc, puis on discutait à chaque jour, à chaque 2 jours. Puis, donc, la séquence, par exemple, de l'Assomption, c'est 6 mois de fabrication. Donc, c'est Julie Charette qui s'est enfermée dans une petite salle sous la caméra et puis modifiait des dessins au pastel pendant 6 mois, à raison de entre 6 et 8 heures par jour. C'est, c'est- Puis on se parlait à chaque 2, 3 jours là, pour voir l'évolution des choses. Ça vient au départ, ben, elle avait l'extrait du scénario, puis je lui avais proposé toute une séquence de dessins anatomiques qui viennent d'un livre ancien. Donc, on a élaboré à partir de ces dessins-là. Il y a une petite séquence d'animation sur les yeux bleus. Ah, c'est tellement beau, ces yeux bleus. Alors, on a des visages euh, qui changent d'âge. Euh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? C'est une très, en fait, la première image de la dame âgée, c'est ma grand-mère. Et c'est d'elle dont viennent les yeux très bleus. Ça paraît peut-être pas. Moi, j'ai les yeux assez clairs. Ma grand-mère a les yeux d'un bleu très, très clair. Et la dernière image de la séquence, c'est ma fille, qui, elle, est métissée. Elle a les yeux bruns comme sa mère. Ah, Mais je l'ai en fait pour les besoins de la mise en scène, de la séquence. Puis, ce qui est assez. C'est une séquence, moi, que j'affectionne particulièrement parce que l'animatrice qui l'a animée, Rui Tingji, est d'origine chinoise.
Et donc, on se dessine toujours un peu nous-mêmes, hein. Donc, moi, je vois, c'est subtil, là, mais je vois que à un certain moment dans la scène, la séquence, il y a quelque chose, il y a des caractères. Elle s'est dessinée un peu elle-même, elle a dessiné certainement un peu sa mère. Donc, c'est comme, il y a un brassage. Là, on sent le mouvement général, qui est un mouvement de rajeunissement, puis une espèce de joie, de retour à une certaine joie de l'enfance, disons, une immédiateté dont on vient de parler. Et puis, c'est à la fois, c'est ma grand-mère et ma fille, puis c'est à la fois un peu celle de Rouy, et puis celle de... Oui. Et c'est magnifique parce que vous en parlez avec, je trouve, tendresse et amour. Et on voit à la fin que vous dédiez justement votre film à, enfin, trois noms, hein, ou deux noms plus exactement. Je crois que j'ai vu Marie-Ève, Clarence, et je ne sais plus, ce sont les Irène, noms. Et voilà, voilà. c'est ma Alors, compagne et mes deux enfants, oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. sont au cœur de tout ça. Moi, je vous remercie infiniment et je remercie aussi euh, l'Alliance française de m'avoir fait découvrir vos œuvres parce que elles sont magnifiques visuellement, spirituellement. En tout cas, je reverrai certainement le film parce que j'ai pas tout absorbé, mais merci infiniment de nous d'avoir partagé avec nous quelques quelques-unes de vos processus de création. Merci infiniment. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Merci beaucoup. Marcel, on a deux petites questions dans le chat. C'est moi qui dois les... Mais je peux... Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a D'accord. D'accord. De Yolande qui nous demande de parler du poème à la fin du film et qui vous demande, Félix aussi, donnez-nous le film que vous aimez tant et que vous regardez régulièrement. Ah, d'accord. Donc, je répète, le poème à la fin du film est un assemblage d'extraits d'un livre, d'un recueil de poésie qui s'appelle Bâton à message. Je vous dirai pas le titre en Innu parce que je serais bien incapable de le prononcer correctement. Donc, Bâton à message, c'est publié chez Mémoire d'Encrier, écrit par Joséphine Bacon. J'ai proposé à Joséphine de faire un petit collage de certains d'extraits de son recueil. Et puis, si ça vous intéresse, moi, je crois que mon recueil préféré de Joséphine, c'est pas celui-ci. C'est un autre, mais qui se prêtait moins bien à la citation, qui s'appelle Un thé dans la toundra. C'est un très, très beau petit livre qui commence par un récit en prose d'une visite qu'elle fait sur le territoire de ses parents, puis qu'elle a connu jeune, dans le nord, dans la toundra. Elle boit un thé, donc les premières quelques pages sont très factuelles, un récit très simple, puis elle déploie ensuite, sur une soixantaine de pages, cette expérience-là en poésie, assez minimaliste, mais très, 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 très belle. Donc, un thé dans la toundra, c'est chez Mémoire d'Encrier. Et puis le film dont je parlais qui m'a marqué, Chris Marker, Sans soleil. C'est disponible certainement sur Criterion, sinon dans un club vidéo ou en ligne, ça doit être aisément disponible. Merci beaucoup pour vos réponses et merci beaucoup d'être venu pour cette entrevue avec Marcel. Voilà, on peut s'arrêter là. Et merci à vous, le public, d'être venu également à cette entrevue virtuelle. Merci Marcel, merci. Et puis à la prochaine, merci À la beaucoup. prochaine, oui. Bonne journée à tous, merci. Au revoir, merci. Au revoir.